Aujourd'hui, je vais te partager un secret de thérapeute bien gardé. Un secret qui va te retourner le cerveau, un secret qui va même peut-être changer le regard que tu portes sur moi, un secret que tout médecin et thérapeute connaît, mais qu'il se garde de bien expliquer à ses patients. Heureusement, c'est un secret pour ton bien, mais comme ici on parle de haut potentiel, je pense qu'il est important pour toi de connaître ce secret. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Et dans cette université numérique, ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais qu'on fasse une petite expérience pour bien te mettre dans le bain. Tu es peut-être assis au moment où tu m'écoutes, tu peux être allongé, en tout cas voilà, je vais te demander de te concentrer un petit peu et je vais te dire quelque chose et tu vas bien m'écouter. Il y a des expériences scientifiques, il y a une étude qui a été menée dans le fait qu'on avait dans nos pieds, dans nos jambes en fait, une jambe qui était toujours plus chaude que l'autre. Dans la majorité des cas, la jambe gauche est toujours plus chaude que la jambe droite. Donc essaye de vérifier maintenant, au niveau de tes jambes et surtout de tes pieds, de voir lequel est le plus chaud et le plus froid. Dans la majorité des cas, si tu m'écoutes, tu fais partie de la majorité, tu vas ressentir que ton pied gauche est plus chaud. Et dans un plus faible nombre de cas, ça va être le pied droit. Mais en tout cas, il y a toujours une différence de température entre les deux pieds. Donc si c'est le cas, si tu es en train de me dire, ok, tiens, moi c'est le pied gauche, moi c'est le pied droit, tu me mets maintenant en commentaire, maintenant, il faut le faire vraiment pour l'expérience, sinon ça ne fonctionnera pas. Tu me mets maintenant en commentaire, tu mets la vidéo sur pause, tu me dis, moi c'est le pied gauche et moi c'est le pied droit. Très important, mets la vidéo sur pause et mets le commentaire et tu reviens après. Voilà, j'espère que tu l'as fait, c'est important. Maintenant, en fait, je t'ai menti. C'est totalement faux ce que je viens de t'expliquer. C'est pas vrai, il n'y a aucun fondement scientifique. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est devenu vrai. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a le pied gauche plus chaud que le pied droit et inversement. Mais à partir du moment où je t'ai demandé de vérifier ça, pour toi, c'est devenu une vérité. Et tu t'es rendu compte que, tiens, ou le pied gauche, ou le pied droit pour certains, était plus chaud. Et tu as peut-être même marqué le commentaire en disant, moi c'était le pied gauche, moi c'était le pied droit. C'est ce qu'on appelle de la suggestion. Ton pied gauche, alors le plus fou là-dedans, c'est que ton pied gauche ou ton pied droit a réellement changé de température. C'est-à-dire que si on avait placé une sonde, un thermomètre dans ta chaussure assez précise, on aurait vu que si tu avais senti que le pied gauche était plus chaud, eh bien celui-ci aurait un petit peu augmenté de température et inversement si c'était le pied droit. C'est de la suggestion. Donc ça, c'est première expérience, l'expérience du pied chaud, ce qu'on appelle. Deuxième expérience, alors on ne va pas pouvoir le faire, mais je vais t'expliquer le déroulement, c'est ce qu'on appelle l'aspirine magique. Ça t'est sûrement arrivé, tout comme moi, d'avoir un jour mal de tête, ou d'avoir fait une soirée trop arrosée, ou de ne pas avoir assez dormi, bref, d'avoir un mal de tête et de dire, je prends une aspirine pour m'enlever cette douleur, l'aspirine étant un antalgique. Et donc, tu t'es rendu compte que, en fait, à partir du moment où tu as pris l'aspirine, que tu l'as mis dans ta bouche, 5 minutes après, tu commences déjà à aller mieux. En sachant que de toute manière, pour qu'une aspirine fasse effet, d'un point de vue physiologique, il faut minimum 15 à 20 minutes. Mais le fait même de prendre l'aspirine, même pas quelques minutes après, maximum 5 minutes après, tu commences à te sentir mieux. Alors l'explication de cette expérience, c'est que ton cerveau reconnaît le geste de la prise d'aspirine, donc tu as été conditionné, parce que tu avais déjà fait cet acte
de prendre une aspirine avant et tu as des attentes que ça aille mieux. Et là, c'est plus de la suggestion comme là dans la première expérience que j'ai fait faire avec le pied chaud, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène d'attente ou phénomène de conditionnement. Et là encore, il y a physiologiquement des effets sur ton corps. Au moment où tu prends l'aspirine, avant même que la molécule d'aspirine ait pu traverser la paroi de ton estomac et être diffusée dans le sang pour aller soulager ta douleur au crâne, eh bien avant même ça, ton corps, physiologiquement, a fait une modification pour justement soulager ton mal de tête. Et comme le dit le neuropsychophysiologue, je vais y arriver, de la douleur, un neuropsychophysiologue de la douleur de l'Université de Montréal, qui s'appelle Pierre Ranville, il en parle beaucoup mieux que moi, je te laisse écouter. Les états psychologiques sont associés à des états physiologiques du cerveau. Et donc, quand on induit une attente positive d'optimisme et d'anticipation de soulagement, bien évidemment, ça se traduit par des changements sur le plan physiologique, neurochimique, par exemple, dans le contexte de l'analgésie, par la libération d'endorphines, la morphine que le cerveau sécrète. Et donc, la libération de morphine dans notre cerveau, par cette attente-là d'un effet bénéfique, va produire des effets analgésiques. Donc, ceci étant dit maintenant, on va parler ici que de ce que la science prouve et pas de l'effet placebo qui n'ont pas été prouvés comme de la science, tout ce qu'on peut appeler des pseudosciences. Donc, on ne va pas parler de ça, on va parler vraiment de la science des placebos. Donc, la question c'est, faut-il dire oui au placebo ? Est-ce déontologique de donner un placebo à un patient en lui disant que ça va le soigner alors qu'on sait que le protocole ou le médicament n'a aucun véritable effet? Et donc, là où on peut commencer cette réflexion, c'est au niveau peut-être de la peur. Tu as peut-être peur, toi, de t'être fait avoir, ou peut-être tu as peur de te faire avoir, de te faire rouler par un charlatan qui va te filer un placebo, que ce soit un thérapeute, un médecin, ou quelle que soit la personne qui va te donner des conseils. Et tu vas peut-être avoir cette angoisse de ne pas trouver de solution à tes problèmes psychologiques ou physiologiques. Et justement, on va voir que grâce au placebo, entre autres, on va pouvoir trouver des solutions à la fois pour lutter contre les charlatans et à la fois pour gérer tes troubles peut-être psychologiques et physiologiques. Donc, l'effet placebo, lorsqu'il fonctionne, il faut savoir, lorsque l'effet placebo fonctionne, il fonctionne vraiment. Il y a des effets physiologiques mesurables. Ça fonctionne chez les humains, mais ça fonctionne aussi chez les animaux. Il y a des études qui ont été faites sur des rats au niveau de la réponse immunitaire. Je t'explique rapidement l'expérience. On a pris des rats, on leur a guéri une petite blessure, on a fait une petite blessure à la patte, on a mis un pansement dessus, et le rat, en faisant ça, bien sûr, sa défense immunitaire augmentait pour régler la blessure. Donc, effectivement, le rat, une fois qu'il était blessé, on lui met un pansement, sa réponse immunitaire augmentait. Eh bien, conditionnement, on a fait la même expérience, on a posé un pansement sur la patte d'un rat qui n'avait rien du tout, eh bien sa réponse immunitaire a augmenté à cause ou grâce au pansement. Le rat associé pose du pansement, problème chez moi, donc il faut que j'augmente la réponse immunitaire. Et bien là, en posant le pansement, il y a eu vraiment un effet physiologique. Donc l'effet placebo, c'est pas uniquement pour les humains, ça fonctionne aussi chez les animaux. Alors ça fonctionne très souvent, mais pas toujours. En moyenne, c'est à peu près 30% de personnes qui vont, 30% des expériences sur les placebos qui ont donné des résultats positifs, qui peuvent aller jusqu'à 60 à 70% dans certains cas, dans certains traitements, 60 à 70% de cas positifs grâce au placebo. Donc c'est quand même énorme, même 30%, c'est beaucoup, et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Il y a un problème aujourd'hui par rapport... Là, je sors de l'effet placebo, justement, par rapport au monde clinique, au monde médical, au monde moderne. Il y a un réel problème de surmédicalisation des troubles. Et il faut savoir qu'avant, on avait le droit d'avoir des troubles. Droit d'avoir des troubles de la libido, d'avoir des troubles de la nourriture, d'avoir des troubles de dépression. On pouvait avoir des troubles et on ne prenait pas de médicaments.
Aujourd'hui, dès qu'on arrive avec un trouble de libido, nourriture, déprime, etc., qu'est-ce qu'on fait? On donne tout de suite un médicament. Il y a une surmédicalisation. Et il devient aujourd'hui difficile pour un patient de sortir de chez le médecin sans avoir de médicament. Si le médecin te prend juste, te dit en fait, vous avez juste besoin de repos, hein, vous pouvez sortir, voilà, ça fera un tarif de la consultation. Là, vous avez un sentiment de manque, vous vous sentez démuni, vous avez même l'impression peut-être d'être pris pour un imbécile. Alors qu'en fait, ça peut être comme ça, ça peut fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup trop pris l'habitude de surmédicaliser toute consultation. C'est pour ça que l'effet placebo commence à trouver son intérêt dans cette lutte contre la surmédicalisation quand on sait comment ça fonctionne. Et là, je parle bien sûr de personnel aguerri, de personnes qui sont compétentes dans l'utilisation des placebos et pas des magiciens qui font de la poudre de perlimpinpin sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc justement, les médecins aujourd'hui sont en train d'avoir ce sorte de consensus, bien qu'il y ait encore des polémiques, et les thérapeutes aussi, sur le fait d'utiliser des placebos et donc de mentir à leurs patients. Mais on va aller un petit peu plus loin. Le placebo marche bien, on l'a vu, entre 30% dans les cas les plus faibles, selon les expérimentations, on va voir beaucoup plus, mais il ne faut pas croire que le placebo dépend de la volonté. On pourrait se dire, ok, bon, il y a un effet placebo, on me donne un médicament où il n'y a que du sucre, ou alors ce monsieur me fait faire une séance avec un protocole, et en fait c'est un protocole fantôme, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne, mais en tout cas l'effet placebo fonctionne. Bah ok, de ma propre volonté, je vais me générer mon propre placebo. De ma propre motivation, je peux le faire. Au lieu de se cacher en sucre, je me motive, j'ai de la volonté et ça change. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le placebo marche beaucoup mieux que la seule volonté ou que la seule motivation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'anthropologue Samuel Weisser que je te propose justement d'écouter maintenant. Ça marche très bien parce que justement, ça ne passe pas par la pensée rationnelle, ça ne passe pas par la volition, par la volonté simple. Donc de rentrer dans une approche thérapeutique avec une volonté rationnelle en disant je veux arrêter de fumer, je veux me lever plus tôt le matin, c'est possible, mais c'est difficile et c'est long. Avec les procédures de suggestion, on arrive à obtenir des résultats qui, je pense, sont beaucoup plus rapides parce qu'on arrive à viser les apprentissages beaucoup plus implicites. Alors, comme tu viens de comprendre, le placebo ne dépend pas de la volonté. Et une preuve pour justement expérimenter ça aujourd'hui chez toi, je vais te demander ce soir de faire l'expérience de t'endormir volontairement ce soir. Tu vas volontairement et tu vas te motiver à t'endormir. Tu vas voir que ça va être impossible et que tu ne peux pas par la volonté t'endormir. Tu ne peux pas par ta seule motivation t'endormir. C'est-à-dire que beaucoup de fonctions biologiques ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Donc, on tient compte de ça. Il faut tenir compte aussi du fait que le placebo traite le symptôme, mais pas la source du problème, pas la maladie elle-même. Donc, si on donne un placebo à un enfant qui a mal au ventre, par exemple, il va aller mieux. Mais ça ne va pas régler le problème qu'en fait, il est intimidé par des camarades à son école et que c'est pour ça qu'il a mal au ventre. Donc le placebo traite le symptôme, ne traite pas la maladie. Du peu qu'on comprend les effets placebo, il marche mieux pour certaines conditions et pas pour d'autres. Par exemple, ce serait une grave faute éthique de dire « Ah, on peut traiter le cancer ou une crise d'appendicite avec des placebos. » Et on n'a pas besoin d'une intervention médicale normale. Donc je pense que c'est vraiment important de continuer à avoir une conversation qui essaye tentativement de déligner les conditions et les familles de conditions qui répondent bien au placebo et celles qui ne répondent pas bien. On peut se dire, quelle est la grande idée derrière tout ça? Qu'est-ce que veut nous dire Siegfried? La conclusion, c'est que, premièrement, le placebo fonctionne. Deuxièmement, il a des effets au-delà de la volonté. Troisièmement, on traite un symptôme et pas une maladie avec le placebo. Donc, la question c'est, est-ce que c'est déontologique de prescrire un placebo soit sous forme de médicament, soit sous forme de protocole thérapeutique? Alors, la réponse des spécialistes et des experts est oui.
Mais c'est un petit peu comme un tour de magie qui perd son effet lorsqu'on explique le tour de magie. En fait, le placebo, il va un petit peu plus loin, parce que tu es en train de te dire, ok, Siegfried, si tu m'expliques le tour de magie, si c'est pas débordant de ma volonté, ok, le fait que je sache que ce soit un placebo va faire écrouler l'effet, et donc ça n'aura plus aucun effet sur moi. Mais en fait, le placebo dépasse ça. Certaines études prouvent que l'effet placebo fonctionne même lorsqu'on annonce au patient qu'il prend un placebo. Alors, pas dans un effet moindre, les statistiques chutent, mais ça fonctionne quand même. Donc, la grande question, c'est plutôt, en sachant tout ce que je viens de vous dire sur les effets positifs du placebo, et si je te pose cette question, est-ce que tu penses que l'effet placebo peut avoir un effet réel ? Donc tu vas sûrement me répondre oui. Si on demande à un médecin, est-ce que si vous donnez un placebo, ça va avoir un effet, le médecin et le thérapeute vont dire oui. Mais si on dit à une personne, votre médecin vous a donné un placebo, elle va vous répondre, c'est vraiment dégueulasse de me faire ça, il m'a donné un placebo, moi je lui faisais confiance. Et c'est là où il y a un problème de cercle vicieux, de serpent qui se mord la queue dans l'effet placebo. Donc tu comprends en sachant tout cela que justement, si on est parent, on comprend mieux le fonctionnement de ce placebo. Donc, je vais te mettre cet extrait vidéo, tu vas le regarder, tu me diras après. Imaginez que j'ai un enfant asthmatique et mon fils de 6 ans a une crise d'asthme et il me dit « Papa, est-ce que je peux mourir ?» Est-ce que je vais lui dire « Bah oui, effectivement, il y a des gens qui meurent d'une crise d'asthme, fais attention, tu vas mourir. » Je pourrais aussi lui dire « Non, non, absolument, ça va aller, tu vas te rendre compte qu'en respirant, ça va bien aller, personne n'est jamais mort. » Moi, en tant que parent, je mens à mes enfants constamment pour les aider à aller mieux. Donc, quand on pense maintenant à cette déontologie du rapport thérapeutique et du rapport entre le médecin et le patient, je pense qu'on a un modèle un peu trop naïf où on a envie d'être égaux tout le temps. Mais simplement, le patient et le médecin ne sont pas égaux. Ils ont des responsabilités différentes, ils ont des connaissances différentes. Et justement, le médecin, il a une responsabilité éthique à aider le patient à guérir. Donc, comme tu viens de le comprendre, il faut avoir une confiance aveugle envers son thérapeute. Car il faut qu'il soit totalement bienveillant et éthique dans son protocole d'amélioration ou de guérison, comme un parent sur ses enfants. Alors, on joue sur l'ignorance des patients, mais c'est pour leur bien. C'est pour cette raison que je vous demande de ne pas croire aveuglément tous les experts. Ne me croyez pas aveuglément. Faites des recherches, validez ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit pour en avoir le cœur net. Aujourd'hui, ne faites confiance à personne, faites-vous votre propre idée. Mon expérience personnelle, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais confiance à aucun médecin spécialiste, thérapeute, quel qu'il soit. Je vais chercher l'information et je vais trouver les tenants et les aboutissants de ce qu'on me fait ou de ce qu'on me propose. Et petite mise en garde sur l'usage des placebos dans un cadre non scientifique. Là, je vous ai parlé des placebos dans le cadre scientifique. Je ne vous ai pas parlé des cadres des placebos dans le monde tout à fait qu'on pourrait appeler paranormal et ésotérique, où là, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que, effectivement, je vous ai peut-être menti à un moment. Mais tout en sachant que certains de ces mensonges, comme un parent pour ses enfants, c'est pour votre bien. Dans l'effet d'améliorer une thérapie ou d'améliorer une guérison en guérissant les symptômes, pas les maladies. Mais tout ça, c'est quelque chose que très peu de thérapeutes vous dira ou très peu de médecins vous dira parce qu'on sait très bien, et je sais très bien que justement, les gens, moi y compris, on n'aime pas être pris pour des imbéciles. Et justement, jouer sur le côté, sur le fait de ne pas savoir, sur le côté, il n'est pas au courant que le placebo, ça fonctionne, on va lui donner du placebo sans le dire, donc on joue sur l'ignorance des gens, ça peut paraître un petit peu borderline, mais quand c'est fait encore une fois de manière bienveillante et avec un protocole qui se veut être positif, c'est extrêmement puissant. Donc,
je fais mon mea culpa, ça m'arrive souvent, de manière très éthique, dans certains cas particuliers et pas tout le temps, de manière très parcimonieuse, d'utiliser cet effet placebo parce que parfois c'est nécessaire pour le rétablissement de quelqu'un. Tout comme un enfant, dans l'extrait vidéo vous avez vu, à qui on va proposer, on va lui dire, bah tiens, effectivement, t'as une crise d'asthme, mais non, tu risques de mourir, tu vas te mettre à respirer, ça va aller mieux. Et effectivement, l'enfant, par réaction physiologique à l'effet placebo, va mieux. Sachant cela, bah écoute, quel est ton avis là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui partage beaucoup les personnes non initiées sur l'effet placebo. Je pense que les hauts potentiels sont à même de comprendre cet effet placebo et de l'intégrer même dans leur mode de fonctionnement. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses sur cet effet placebo et savoir si toi tu serais prêt à l'utiliser sur tes propres enfants ou pas. Je serais très intéressant de connaître ta réponse. Félicitations d'être allé jusqu'au bout. Laisse un petit commentaire, un like, un pouce. Tu sais que je lis tous les commentaires pertinents, je réponds à tous les commentaires pertinents. Et surtout, partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. L'effet placebo, ça peut aider quelqu'un quand même. Donc ça peut être intéressant d'aller convaincre quelqu'un qui est contre l'effet placebo. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de le partager. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo de conseil. Je te dis à très vite. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.